autre actualité en France, pas de Premier ministre jusqu'à présent. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel? Peut-on parler d'un coup d'État constitutionnel tout juste après, du moins déjà plusieurs semaines après les législatives? Le président français Emmanuel Macron n'a pas encore désigné son Premier ministre. Pourquoi pas encore de décision après cette semaine? On va essayer de comprendre ce qui se passe réellement du côté de la France. Pourquoi Emmanuel Macron hésite tant? Et surtout, lorsqu'on sait qu'un pays comme la France ne tarde pas, n'hésite pas souvent à donner des leçons de démocratie, voilà, et de l'égalité à certains, du moins aux États africains. Comment comprendre la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait expliquer aujourd'hui la situation du côté de la France? Nos invités sont là pour en parler très rapidement. Le bonjour, le tour de table pour saluer et accueillir nos invités. Albert Anatola ici sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Madame Siki, je dis bonjour à mes copanélistes que vous présenterez juste après moi. Je dis bonjour aux techniciens, sans oublier le top management. Je dis bonjour à l'Afrique ainsi qu'aux Africains. Comme à mon habitude, je voudrais rentrer dans cette émission par un coup de gueule, mon coup de gueule habituel. Là, nous irons du côté de Washington, n'est-ce pas, qui est en train de donner les leçons, une fois de plus, de démocratie à la Russie. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit du journal Le Courrier International, n'est-ce pas, qui nous informe ce matin que Washington prévoit un paquet de sanctions, notamment les poursuites pénales, ou alors d'autres sanctions en ce qui concerne l'ingérence présumée de la Russie dans sa campagne électorale. Alors, comme quoi, ceux qui font certainement aux autres sur le continent africain ou ailleurs, leur posent problème. Quand c'est eux qui sont concernés. C'est-à-dire la Russie s'intéresse justement à l'élection présidentielle américaine qui, normalement, est prévue pour le mois de novembre prochain. Donc, comme Washington a l'habitude de s'ingérer dans les affaires politiques d'autres États, notamment sur le continent africain, eh bien, certainement, les autorités, je veux dire l'administration de Biden ne voudrait pas se faire harakiri en se faisant, n'est-ce pas, tenir, n'est-ce pas, le menton ou la barbichette par une autre puissance, notamment la Russie. En tout cas, cette actualité nous intéresse au plus haut point, parce que là, ça nous renvoie à ce que nous avons l'habitude de dénoncer, d'écrire dans le cadre de cette tribune, à savoir le 2 poids, 2 mesures, mais surtout l'indignation sélective. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Albert Anatola, ici, d'être là ce matin. À vos côtés, dans le cadre de cette édition, Aria Tongana. Bonjour, monsieur, bienvenue. Bonjour, ravi de m'avoir invité une fois de plus sur Pro Média Africa. Bonjour à monsieur Albert Anatola Haïssi, que j'ai le plaisir de retrouver sur un plateau. Bonjour aux autres co-panélistes que vous allez présenter avec beaucoup plus de talent que moi. Bonjour au top management, à vous, à tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent assez régulièrement. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur For You Media Africa. Merci à vous, monsieur Aria Tongana, l'autre invité. Effectivement, peut-être qu'on ne présente plus plusieurs casquettes, militants politiques, en politique pour certains, écrivains entre autres. Sébastien Périmoni, vous êtes avec nous également dans le cadre de cette édition pour débattre justement de la politique interne du côté de la France. Merci à vous, Sébastien Périmoni. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, très bien. Voilà, bonjour Madame Loubet, merci pour l'invitation. Bonjour évidemment à mes chers copanélistes et à tous ceux qui nous écoutent en Afrique, bien entendu, mais en France, parce que votre émission est de plus en plus suivie en France, dans la diaspora. Il y a de plus en plus de gens qui se posent les bonnes questions. Donc, je suis content de pouvoir intervenir dans votre émission ce matin. C'est nous, monsieur Périmoni. Merci de nous avoir accordé ce temps. Effectivement, et justement, on va ouvrir avec vous déjà sur cette question. L'on s'interroge quand même. On pourrait pas dire, on peut pas parler d'inquiétude, mais l'on s'interroge. On part pratiquement à près de 2 mois, peut-être plus, après les législatives, mais le président Macron n'a pas encore décidé, il n'a pas encore désigné son Premier ministre. Monsieur Périmoni, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, puisqu'on est entre nous ce matin, je vais vous dire un secret, en fait. Macron n'a jamais gouverné la France. Voilà, depuis 2017, ce n'est pas Macron qui gouverne, c'est le monde de la finance, c'est la City de Londres, c'est Wall Street,
c'est BlackRock, c'est l'Union européenne, la Commission européenne, c'est tous les lobbies, le lobby de l'armement, le lobby pharmaceutique, le lobby agroalimentaire. On a une dictature financière internationale qui a pris le contrôle de notre pays et dont la marionnette s'appelle Emmanuel Macron. Donc Macron, quelque part, ne gouverne pas ce pays et est totalement dépendant en fait des politiques de cette oligarchie financière et sur le plan militaire de l'OTAN, comme on le voit avec son soutien total à la politique de guerre contre la Russie, donc via l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est un premier secret. Macron ne gouverne pas la France, il applique simplement les politiques qu'on lui dit. Et en effet, la France est devenue ingouvernable. Si on entend, vous lisez les médias ce matin, c'est déficit, dérapage, décrochage. Enfin, c'est que des mots négatifs par rapport à l'état de notre pays, des finances de notre pays. Suite à la déclaration de Bruno Le Maire, qui hier a dit que voilà, le déficit allait encore augmenter cette année. On a 3 000 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous imaginez. On va demander aux pays africains, via le FMI, de payer leurs dettes, de privatiser leurs services publics, alors que nous, on a une dette qui est 5 fois, 2 fois, 3 fois supérieure à la plupart des pays africains. Donc, on a 50 milliards d'intérêts de la dette qu'on paye chaque année justement à cette oligarchie financière, à ces grandes banques internationales, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas et j'en passe. Donc voilà, le coup d'État, il n'a pas eu lieu, si vous voulez, il y a 40 jours, quand Macron a perdu les élections européennes, d'abord avec la victoire du Front National, ou les élections législatives avec la victoire, entre guillemets, du nouveau Front Populaire. Macron, il y a eu le coup d'État, si vous voulez, depuis très longtemps, depuis son élection. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est un pays en faillite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La France est en faillite politique, puisqu'on n'a plus de gouvernement depuis 40 jours, ce qui n'est jamais arrivé. On est en faillite économique, je viens de le dire, avec 3 150 milliards de dettes. Voilà, on n'a plus qu'à peine 10% d'industrie, parce qu'on a vendu les bijoux de famille, Macron d'ailleurs, et même avant lui, Hollande et Sarkozy. Tous les bijoux de famille de la puissance économique française ont été vendus aux Anglais, aux Américains ou ailleurs. Faillite culturelle, de manière générale, il suffit de voir l'ouverture de la cérémonie des JO, si vous voulez un exemple, et faillite diplomatique, parce qu'aujourd'hui, la France n'est plus écoutée ni à l'Est, on le voit avec les BRICS, ni au Sud, on le voit avec ce qui se passe en Afrique, avec ces pays qui petit à petit se libèrent du néocolonialisme et n'écoutent plus la France. Donc oui, la France, non seulement est isolée, la France est en faillite, et aujourd'hui, la France est sous tutelle. Vous savez, vous avez le franc CFA, nous, on a l'euro. L'euro, c'est pareil, c'est une tutelle, c'est l'Union européenne, la Commission européenne qui nous contrôle et qui nous endette pour privatiser nos services publics. Et Macron n'est que la marionnette, en fait, de ces intérêts financiers plus puissants qui sont au niveau de l'Europe ou au niveau anglo-américain. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Merci à vous, Monsieur Périmoni. Merci de planter le décor pour nous. On revient vers vous, certainement. C'est vous qui allez clôturer cette discussion. Le temps de prendre également l'avis rapidement des autres invités. Monsieur Albert Anatole ici, on a suivi Monsieur Périmoni. Finalement, ce n'est pas Emmanuel Macron qui décide. La situation aujourd'hui s'expliquerait autrement. Les enjeux sont un peu plus grands. Mais écoutez, je me réjouis de ce que cela soit dit par une autre voix. Oui. Nous avons été, comme vous le savez, les premiers à déclarer en 2017, lorsque M. Macron arrive pour son premier mandat, qu'il était un produit, n'est-ce pas, des Rothschild, et qui travaillait pour les Rothschild, c'est-à-dire les 13 familles, entre autres, et l'État profond français. Ce qui se passe en France, c'est pratiquement la même chose qui se passe dans la plupart des États. C'est-à-dire vous avez l'État profond, vous avez une certaine oligarchie, justement, qui tient les leviers, n'est-ce pas, de l'État, tous les leviers économiques, politiques, diplomatiques, militaires, tout ce que cela concerne. Et tout ça s'est concentré entre les mains de quelques individus qui, justement, font payer aux autres, n'est-ce pas, leur opulence. Mais ce qui nous intéresse du point de vue des Africains, des panafricanistes ce matin, c'est autre chose. C'est qu'il faut le dire clairement, la France traverse actuellement une double crise à la fois institutionnelle et politique. Il faut le dire clairement. Que la France traverse en ce moment une double crise institutionnelle et politique. Vous avez un gouvernement démissionnaire, mais qui perdure à gérer les affaires courantes. En d'autres termes, ce gouvernement ne devait plus exister. Je crois qu'il y a un problème.
Et ça nous renvoie à une autre réflexion, à savoir, et vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure indiqué dans votre chapeau, c'est les gens qui nous donnent les leçons de démocratie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une élection qui se déroule, une élection présidentielle, qui se déroule sur le continent africain, ce sont ces individus-là qui nous donnent des leçons, n'est-ce pas, qui distribuent les bons et les mauvais points du bon ou du mauvais déroulement de ce processus électoral. Tout à fait. Nous savons, du point de vue des Africains, que ce soit en 2017, que ce soit en l'élection récente, Macron a rarement gagné l'élection en France. C'est connu. Mais il a été imposé par l'oligarchie qui gouverne justement la France, comme ça a été dit par notre précédent panéliste. La seconde chose, c'est qu'en réalité, nous sommes en train d'assister à une dictature en France. Et vous vous souvenez quand même que depuis, je crois, il y a un peu plus d'un an, oui. M. Macron a gouverné la France à travers l'ancien Premier ministre qui est parti, a gouverné la France, je crois que c'était le 49-3, un truc comme ça. C'est-à-dire au travers des ordonnances. Okay. C'est-à-dire, il a fait fi, n'est-ce pas, de l'opinion, bien de la position du Parlement français, qui, et de manière objective et quelquefois peut-être excessive, bloquait systématiquement, n'est-ce pas, certaines résolutions, n'est-ce pas, prises par le gouvernement français. Et quand ça allait à contre-courant des intérêts du peuple français, eh bien, le Parlement faisait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire bloquer. Et que faisait-il? Il passait par le 49-3. C'est-à-dire, par la dictature. En violant tout simplement les dispositions prévues par la Constitution française en matière, n'est-ce pas, de gouvernance. C'est ce qui suppose donc que la démocratie qu'on a l'habitude de nous fanfaronner est quasiment en quasi-mort cérébrale du côté de la France, si ce n'est pas carrément au bloc si ce n'est pas carrément en réanimation, parce que ça ne fonctionne plus, tout est bloqué. Deuxième chose, il a également évoqué cet aspect-là. Aujourd'hui, la France qui est en difficulté, notamment au Sahel, qui recherche de manière désespérée les sources d'approvisionnement en énergie. Ouais. Vous constatez qu'en France, aujourd'hui, vous avez des questions de délestage, vous avez des questions de délestage, vous avez la vie chère, l'inflation carrément, voilà. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a la semaine dernière, vous avez eu plusieurs manifestations contre la vie chère, notamment au port de Fort-de-France. C'est-à-dire que vous avez donc, là, ça va dans tous les sens. C'est une économie, la situation sociale est explosive, la situation politique est bloquée, l'économie, il a dit, la France est endettée, oui. À plus de 120% de son PIB, autant pour moi, à plus de 120% de son PIB. C'est énorme. Donc, bref, Macron a rendu la France ingouvernable. Et ça nous suggère une chose, je termine par là. Oui. Je voudrais beaucoup plus parler, n'est-ce pas, de la question liée à la démocratie. Démocratie, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus une démocratie. Oui. Il faut le dire clairement. Et en plus, je crois que c'est un leader de la droite française qui l'indiquait, il y a 2 ou 3 jours, qu'aujourd'hui, devenir, à celui d'être Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est carrément casse-pipe. À moins qu'on n'ait pas d'ambition pour 2027. Et je crois que nous en sommes là. Merci à vous, Albert Anatole ici pour cet avis et ce commentaire autour de cette actualité. Avant d'aller retrouver M. Périmoni pour sortir, M. Henrietta Tangana, on prend également votre avis. La France n'est plus une démocratie. Est-ce que les faits aujourd'hui le démontrent encore assez? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la situation, M. Atangana? Oui, la France, pour qu'un pays soit une démocratie, il faut au moins qu'il y ait une souveraineté populaire. La France commence à ne pas être une démocratie quand elle adhère, quand elle commence à glisser à l'époque de l'Union européenne. Ça commence à l'époque de Mitterrand, où le point de vue des Français va être balayé d'un revers de la main. C'est-à-dire qu'on fait un référendum, le référendum, les Français disent non à l'Union européenne, et puis on balaye ça du revers de la main, on passe par autre chose, on impose ça aux Français. C'est comme ça que ça commence, à l'époque de Mitterrand.
On savait déjà où on allait. Vous vous souvenez qui était conseiller de Mitterrand? C'est M. Attali. Vous lisez M. Attali, vous allez comprendre où on va. Très bien. Et après, je ne vais pas passer par tous les détails, on va voir un Chirac qui va essayer de résister. Il va essayer de résister, vous vous souvenez des essais nucléaires qu'il avait fait alors que la France avait signé les traités pour qu'il n'y ait plus d'essais nucléaires. Une façon à l'international de montrer sa souveraineté. Et qu'il essaie de montrer que la France existe encore. Des tentatives vaines. Sarkozy a terminé la France. Sarkozy, il allait rechercher les armées, il a signé les accords que De Gaulle. Vous vous souvenez que De Gaulle ne voulait pas de l'armée de l'OTAN en France. Vous vous souvenez? C'est d'ailleurs pour ça que le quartier général des forces armées alliées en Europe est basé en Belgique. C'est pas loin de chez moi, là. Je sais de quoi je parle. Très bien. Non, à partir de là, la gouvernance mondiale, les lobbies sont en œuvre. Mais ça, c'est depuis les États-Unis. Et ce sont ces États-Unis qui vont piloter l'Europe, d'abord parce que les États-Unis ont peur que l'Europe s'unisse avec la Russie. Ça deviendrait une puissance incontournable. Et les États-Unis veulent garder le leadership. Il faut détruire ça. Il faut empêcher qu'il y ait des relations. D'ailleurs, c'est ça qui se passe en Ukraine. La dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'énergie en Russie était tellement grande que les États-Unis avaient peur que la Russie crée des relations très poussées avec l'Europe. Et vous savez que dès que vous avez des dépendances énergétiques, vous en arrivez aux dépendances politiques. Ça va de pair. Vous connaissez la suite. Nord Stream a été éclaté pour qu'on aille chercher, que la France aille chercher le gaz américain de schiste beaucoup plus cher. Et je passe les détails parce que c'est pas ça le sujet. Mais enfin, nous sommes dans la continuité de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis vont essayer d'avoir le leadership mondial, ce que M. Perimoni décrit. Et nous y sommes là. C'est-à-dire, les États-Unis sont le leader mondial. Ils vont imposer leur monnaie. Il parlait d'ailleurs de l'euro. Et je me souviens, sur ce plateau, j'avais expliqué que le dollar, c'est la même chose que le franc CFA, avec une situation aggravante. Le franc CFA a cours légal chez nous. C'est une situation aggravante, mais c'est la même chose. En plus, c'est du papier. On imprime et ça ne veut rien dire. À propos, on parle de la dette. C'est du papier. Et la dette. Et vous pensez vraiment que les 3 000 milliards de la dette française seront remboursés? Très bien. Donc, revenons au sujet essentiel, au-delà de mes digressions. C'est-à-dire les États-Unis vont essayer donc de créer, d'être le numéro 1 du monde, en imposant le dollar, en faisant du dollar ce qu'on appelle un cours forcé. Ça existait déjà avant, le cours forcé d'une monnaie. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé qu'il soit convertible en quelque chose. Oui. À partir de 1971. Non, mais accepté dans le monde entier. Mais pour que ce soit accepté, pour avoir une armée qui impose au monde entier, j'avais dit sur ce plateau, pourquoi il y a eu les 2 bombes de Nagasaki et Hiroshima? C'est parce que les États-Unis voulaient montrer qu'ils sont puissants et quand ils parlent, tout le monde se plie. Et justement, vous vous rendez compte qu'un pays vous dit, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, 75% des réserves d'or du monde sont aux États-Unis. Parce que les États-Unis se sont enrichis sur la Première Guerre mondiale et sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, il faut comprendre ça. Et ils savent que leur enrichissement est fonction de gros consommateurs européens quand il fait des guerres. La machine économique américaine est en marche. C'est elle qui produisait les tout pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Si bien qu'à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, elle a 75% des réserves du monde. Elle veut garder le leadership. Elle veut garder le leadership. Elle développe les armées. Elle va d'ailleurs d'abord utiliser la planche à billets. Quand les gens vont se rendre compte que le dollar ne vaut plus rien, les gens vont demander de retirer leur or. Vous vous rendez compte qu'un pays qui vous a promis de transformer votre dollar en or vous dit, il dit à tous les pays du monde entier, ben je ne rembourse pas. C'est ça qui s'est passé en 1971. C'est-à-dire que le dollar est à l'étalon or, c'est-à-dire le dollar équivaut à de l'or. Quand vous avez le dollar, vous allez aux États-Unis, vous dites donnez-moi de l'or. Il imprime plus de dollars qu'il n'a d'or. Et quand les gens s'en rendent compte, ils vont retirer leur or par sécurité. Il dit au monde entier,
Je ne rembourse pas. Le dollar, c'est du papier. Sa valeur dépend de l'offre et de la demande. C'est ça qu'on appelle un cours forcé en matière monétaire. Et personne n'a osé se plaindre. Personne n'a osé se plaindre. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le plan américain. Et puis petit à petit, on impose les gens. Et puis on a même trompé la Russie de Gorbatchev en lui disant abandonnons les recherches en matière militaire, on n'a plus besoin de ça. Gorbatchev y a cru. Il a fait la perestroïka. Quelques temps après, eux, ils ont continué à développer l'armement et à encercler la Russie. C'est ça qui nous amène là à la guerre de l'Ukraine. Donc en fait, la France n'est plus une démocratie. Et moi, je n'aurais pas eu le courage de le dire parce que M. Pellemoni a plus de crédibilité quand il le dit que moi. Et j'ai été très très content de son analyse. C'est d'une pertinence que vous n'imaginez pas. Mais c'est clair que si je le dis, c'est moins pertinent. Et c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Et là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont d'abord les institutions de la Ve République qui ne sont pas très claires là-dessus. Après une élection parlementaire, l'usage, c'est l'usage, veut que le Premier ministre sorte de la majorité. Mais ça n'a pas prévu ce qu'il se passe quand il n'y a pas de majorité. C'est l'usage, c'est pas des textes. Ce n'est pas prévu. Donc ils se retrouvent dans cette situation. Et ils sont dans la situation qu'il y a souvent en Belgique. Vous vous souvenez, parfois on a un an sans gouvernement. Oui. C'est exactement la même situation. Sauf que en Belgique, le Premier ministre est le chef de l'État. Parce que c'est un royaume. Et en Belgique, ce n'est que le chef du gouvernement. Donc on a cette situation manifeste où, après les élections, on ne sait pas quoi faire parce qu'aucun parti n'a la majorité. Oui. Ça n'a pas de soi. Donc, comment on fait pour changer le Premier ministre alors que le président a théoriquement le droit de nommer qui il veut, mais l'usage veut qu'il aille chercher le Premier ministre dans cette majorité. Il leur reste alors à faire comme on fait en Belgique, c'est-à-dire qu'on prend le premier, le Premier ministre dans le parti majoritaire, on lui demande de créer une majorité avec des partis qui n'ont rien à voir avec lui. En Belgique, ils font ce qu'ils appellent le programme gouvernemental commun. C'est-à-dire qu'ils s'en ensemble, ils trouvent un accord gouvernemental qu'ils vont appliquer, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes vues. Et pendant ces négociations, en Belgique, nous, on a l'habitude. Pour rester un ensemble gouvernement, avec un gouvernement d'affaires courantes. C'est ça qu'il se passe en France. C'est ça qu'il se passe en France. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu et on ne sait pas quoi faire. Et monsieur, il y a une chose beaucoup plus grave en France, c'est que le chef de l'État français, lui, il a quand même envie de choisir un Premier ministre qui lui est favorable. Oui. Deuxième chose, n'oubliez pas que pendant la campagne de Macron, la première fois qu'il y a les élections, il n'y a pas de parti politique. Et on va lui demander, mais comment vous allez gouverner? C'est les politiciens français qui lui disent, mais vous n'avez pas de parti politique. Et il a dit, mais je vais gouverner avec les ordonnances. Au vu et au su de tout le monde, alors que l'ordonnance, De Gaulle a prévu que ce soit une réaction exceptionnelle, mais pas un mode gouvernemental. Oui. Les institutions de la Ve République sont taillées pour De Gaulle. C'est pour un homme avec une certaine intégrité. De Gaulle, là, il aurait peut-être démissionné. Ouais, non, c'est vraiment une crise des institutions qu'il y a en France. En fait, il faut changer d'institution déjà. Mais en changeant d'institution, il faut changer peut-être de politique. En changeant de politique, il faut peut-être avoir une souveraineté. Donc, c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'on pense. Parce que même l'élection présidentielle en France, c'est un système assez bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui a 26% au premier tour, on prend les deux, et puis on crée une sorte de majorité factice. Vous êtes premier au premier tour, vous avez 26%. Le deuxième a 25%. Le fait que vous ne soyez que les deux à vous présenter, on crée une majorité factice. C'est-à-dire que la moitié des Français n'ont pas voté pour vous, mais vous êtes chef d'État. Oui. En fait, il y a une vraie crise institutionnelle en France, à mon avis, qu'il faudrait peut-être penser à résoudre. Je sors par là.
Merci à vous, Monsieur Atangana. Une réelle crise institutionnelle en France. Sébastien Périmoni, c'est avec vous qu'on sort effectivement sur cette question. Peut-être à quoi devrait-on finalement s'attendre? On est toujours dans l'attente de la nomination de ce Premier ministre. On rappelle également, une fois de plus, Sébastien Périmoni, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes également un militant politique. Vous avez d'ailleurs participé aux dernières élections locales là-bas. Vous étiez le candidat pour la 9e circonscription des Français de l'étranger. Alors, est-ce que de votre côté, il y a des activités ou alors il y a des projets bien sûr en cours? Est-ce que l'opposition en France aujourd'hui, qu'en est-il exactement? On regarde Monsieur Macron, on attend la nomination d'un Premier ministre, qu'importe le temps que cela prendra. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre, Monsieur Périmoni? Donc d'abord, je vais juste dire un mot sur ce qui a été dit précédemment. Je rejoins vraiment totalement ce qui a été dit par les deux précédents intervenants et il n'y a pas plus de crédibilité à ce que je le dise ou que vous le dites. C'est la vérité en fait. Depuis le 15 août 1971, le moment où on a mis fin aux accords de Bretton Woods et que le dollar est devenu la monnaie de l'oligarchie financière internationale, en effet, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie de fait parce que justement, on est dans cette dictature financière et tous ceux qui s'y opposent ont été dégagés. Donc voilà, ça c'est, je rejoins tout à fait l'analyse qui a été faite historique de Monsieur Atangana. Sur ça, deuxième point, je dirais que malheureusement Macron a quelque part ce côté un peu machiavélique, c'est qu'il arrive à faire discuter tout le monde sur qui sera le prochain ministre, qui va gouverner, est-ce que ce sera la gauche, la droite, alors que ceci n'a aucune importance. Parce que comme je l'ai dit, le gouvernement français, les différents partis, vous savez, l'extrême droite, l'extrême gauche, et l'extrême centre, c'est-à-dire Macron et la droite, sont tous pour le soutien militaire à l'Ukraine contre la Russie, sont tous pour suivre la politique de l'OTAN, sont tous pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Donc à partir de là, si vous voulez que ce soit l'un, l'autre ou celui du milieu, on aura exactement la même politique. On l'a vu en Italie, on le voit dans plein de pays, hein, des gens qui se font élire en disant on va tout changer et puis au final se soumettent à la dictature européenne. Sinon ils se font dégager. Donc voilà, il n'y aura pas de changement avec les élites actuelles, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême centre. C'est pourquoi, vous l'avez dit, moi je suis militant politique, j'ai fait 2 campagnes présidentielles, 3 campagnes législatives, et aujourd'hui ce qu'on est en train de faire en France, c'est d'essayer d'organiser la résistance des souverainistes, justement, tous les groupes qui se battent en France pour retrouver notre souveraineté. On aura une grande conférence d'ailleurs le 21 septembre à Paris. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent me contacter sur Internet facilement. Donc voilà, organiser la résistance. Moi, je rêve, et ça va vous paraître bizarre, que ce qui s'est passé au Mali, au Niger ou au Burkina arrive en France. Voilà, que les populations se lèvent, fassent tomber ce gouvernement, fassent tomber ces élites qui nous gouvernent depuis maintenant 30 ans. Et là, je parle vraiment de toutes les élites françaises, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et que justement des dirigeants qui ont Monsieur Atangana a cité De Gaulle, pas soutenir sa politique coloniale évidemment, mais on peut soutenir l'homme de caractère qu'il était, la défense de la souveraineté de la France. C'est le dernier dirigeant qui s'est opposé à l'intégration de la France dans l'OTAN, qui a voulu garder la souveraineté monétaire de la France. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de possible réalité positive pour la France sans dégager tous ces partis politiques qui ont pris le contrôle de notre pays et qui travaillent pour cette Union européenne, ce monde de la finance. Donc nous organisons la résistance, nous organisons des manifestations pour la paix dans le monde, pour le souverainisme en France, et donc j'appelle les gens qui veulent en savoir plus à nous contacter, parce qu'il n'y aura pas, que ce soit Macron, Le Pen ou Mélenchon, je crois qu'on sera tous déçus des politiques qu'ils vont mener, ce sera exactement les mêmes qu'on a depuis 30 ou 40 ans. Merci infiniment, Monsieur Sébastien Périmoni. Merci d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour partager et discuter de cette actualité avec nous ce matin. On espère que on vous retrouvera sur nos plateaux les prochaines fois et surtout régulièrement, même si on sait que votre programme est chargé. Et très bonne activité le 21 septembre. Merci à vous et merci aux autres panélistes et à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, on prend la petite transition, ensuite on revient sur le plateau pour aborder la thématique principale.
au gouvernement de M.